présentation ce soir n'aurait pas été possible il y a 20 ans. D'accord ? Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait personne qui travaillait sur le droit à l'alimentation, à part FIAN, qui a été créé il y a 25 ans. Mais en gros, il n'y avait pas de travail qui se faisait sur le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation n'était pas défini, on ne savait pas de quoi on parlait. Et il n'y avait pas de mécanisme de contrôle pour en assurer le respect. Donc, on aurait pu discuter 5 minutes en disant que le droit à l'alimentation a été reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis ensuite dans le Pacte sur les droits économiques et culturels, mais c'était un peu tout. On n'aurait pas pu dire beaucoup de choses de plus. Donc, le droit à l'alimentation, c'est quand même une approche, d'accord ? Donc, je reviens juste sur une chose, sur la différence entre sécurité alimentaire et droit à l'alimentation. Et juste une anecdote, on était en 2002 au sommet mondial. C'était donc 96 ces objectifs. Ça devait être un sommet mondial plus 5, ça devait être en 2001. Il n'y a pas eu en 2001 parce qu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Ils ont poussé à 2002. Donc en 2002, on fait un bilan des objectifs de 96, réduction de la faim de moitié. Et la conclusion, c'est que les objectifs les chiffres de la faim continuent à augmenter. Et la conclusion de la FAO, c'est qu'il manque de volonté politique. C'est un manque de volonté politique. La lutte contre la faim n'avance pas parce qu'il y a un manque de volonté politique. Et donc la FAO convainc les États d'adopter une nouvelle approche, plus basée sur la sécurité alimentaire, mais sur le droit à l'alimentation. Et pendant 2 ans, il y aura des négociations à la FAO. Tous les États de la FAO vont négocier des directives sur le droit à l'alimentation. On a pu participer à toutes les négociations pendant ces 2 ans. Et donc en 2004, sont adoptées des directives, 19 directives, sur comment vous luttez contre la faim avec une approche basée sur le droit à l'alimentation. Donc ça comprend une coordination, une participation des populations vulnérables, des mécanismes de contrôle indépendants, que ce soit une institution nationale de protection des droits de l'homme, que ce soit un accès à la justice, je vais y venir très rapidement, etc. Donc là, il y a un document qui existe sur le site de la FAO, Directive sur le droit à l'alimentation, qui vous donne et qui a été adopté par tous les États. Et donc, quand on va au sommet de 2002, ce qui est choquant, en venant de Genève et du Conseil des droits de l'homme, c'est que là-bas, il n'y a pas de contre-pouvoir. Tous les chefs d'État étaient là en 2002, faisaient leurs déclarations, annonçaient tout ce qu'ils faisaient de bien dans leur pays, sans qu'il y ait un contre-pouvoir. On savait que les chiffres augmentaient, y compris dans plusieurs pays dont les chefs d'État parlaient, mais il n'y avait pas de possibilité de contre-pouvoir. Les ONG ont dû créer un sommet parallèle, elles n'étaient pas invitées à l'intérieur, et Ziegler, rapporteur spécial, n'était pas invité à parler. Donc il n'y a eu pas de contre-pouvoir. Et donc c'était très choquant pour quelqu'un qui venait des droits de l'homme, en fait, où il y a tout le temps cette confrontation, ONG, État, un expert indépendant. Et donc c'est ça qu'ils ont voulu changer en 2002 à la FAO. Ils ont voulu baser la lutte contre la faim sur les droits de l'homme pour pouvoir justement avoir cette approche dans laquelle des victimes peuvent revendiquer le droit, des experts ou des juges peuvent forcer les gouvernements à agir. Et c'est ça un petit peu l'approche basée sur l'alimentation. Donc on a fait toutes ces missions. Il y a quelques exemples positifs. Par exemple, au Brésil, on a fait cette mission et ensuite Lula est venu au pouvoir. Il a placé des gens sur le droit à l'alimentation vraiment un petit peu dans tous les ministères. C'était vraiment très... Enfin, voilà, c'est quelqu'un... Ça, c'est bien. Il y a eu des impacts importants. En Bolivie, on a fait une mission aussi, en 2007, quand Morales était déjà au pouvoir. Alors là, c'était vraiment... Au Brésil, c'était beaucoup la société civile qui était mobilisée quand on a fait la mission. Là, c'était vraiment le gouvernement. Il venait de nationaliser, ça faisait une année qu'il avait nationalisé. Il avait augmenté ses revenus de 3 ou 4 fois. Il voulait faire de l'éducation, de la santé, de l'alimentation sa priorité. Enfin voilà, il y avait vraiment une dynamique. Ils ont adopté une nouvelle constitution en 2008 avec le droit à l'alimentation, les droits des peuples indigènes. Ils sont en train d'adopter une loi sur le droit à l'alimentation avec la participation de tout le monde pour faire des politiques alimentaires qui soient basées sur la reconnaissance des droits des gens. Voilà. Grande avancée dans certains pays. Et la plus grande avancée peut-être, c'est en Inde, en tout cas sur la protection de ces droits, où il y a un cas devant la Cour suprême de l'Inde depuis 2001. Le cas est parti de communautés qui mouraient de faim dans l'état du Rajasthan. Et il y avait des stocks disponibles à une dizaine de kilomètres. Et ces stocks n'étaient pas distribués depuis des mois. Et donc une ONG de protection des droits de l'homme est allée visiter les communautés et puis s'est demandé ce qu'ils pouvaient faire pour aider ces communautés. Et ONG de protection des droits de l'homme, le réflexe c'est d'utiliser les droits de l'homme. Et donc ils ont porté plainte devant la Cour suprême de l'Inde sur la base du droit à la vie qui est dans la constitution indienne. En Inde, il n'y a pas le droit à l'alimentation, il y a le droit à la vie. Mais depuis les années 80, le droit à la vie est interprété comme le droit à une vie digne. Et donc ça protège le logement, l'eau, la santé, l'alimentation, etc. Et donc ces ONG en 2001 ont porté plainte devant la Cour suprême de l'Inde pour violation du droit à la vie et du droit à l'alimentation. Et depuis 2001, les juges ont rendu une trentaine de décisions dans lesquelles ils forcent les gouvernements des États de l'Inde à mettre en œuvre les programmes de distribution alimentaire.
Alors, il est évalué aujourd'hui que des millions de personnes ont eu accès à ces programmes de distribution alimentaire suite aux décisions des juges. Toute une campagne de la société civile a été créée en Inde, ça s'appelle Right to Food Campaign. Ils ont un site internet, righttofoodindia.org, si jamais ça vous intéresse, righttofoodindia.org, où ils présentent toutes les décisions des juges, où ils présentent toutes leurs actions, et ils font donc du lobbying sur les gouvernements pour que les programmes de distribution alimentaire soient effectivement mis en œuvre et que les gens... Une des choses, par exemple, que les juges ont demandé, c'est que les gens et les noms des bénéficiaires soient listés sur les magasins de distribution de l'alimentation. Donc, ça change complètement la dynamique, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait une mission en 2006 là-bas. Ça change la dynamique parce que quand vous êtes devant un magasin et que vous voyez votre nom sur une liste et que vous savez que vous avez droit à X quantité de riz, vous allez réclamer cette quantité de riz. Surtout quand vous êtes sur une liste avec 30 ou 40 autres personnes qui se mobilisent avec vous. Ça change complètement la relation que ce qui se passait avant, c'est-à-dire que le gouvernement local distribuait l'alimentation et les personnes, même si elles avaient 1 ou 2 mois de retard, les personnes remerciaient. C'était surtout totalement une perspective de charité, où le gouvernement n'était pas là pour répondre aux droits de la population, mais était vu comme le bienfaiteur. Et donc il y a quelque chose de vraiment important qui se passe parce que ça change la dynamique entre les citoyens, les ayants droit et l'État, les gouvernements locaux qui ont des obligations. Maintenant, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de savoir que cette plainte en Inde de 2001, elle a été financée par une ONG qui est basée à Genève, qui s'appelle Antenna, un monsieur magnifique, Denis van der Weyden, qui a payé 5 000 francs en tout pour des avocats, toute la procédure. 5 000 francs, ça a coûté. Et parce qu'en Inde, il y a cette possibilité de porter plainte, parce qu'en Inde, il y a des juges courageux, parce qu'en Inde, il y a une société civile mobilisée, des millions de personnes ont eu accès à l'alimentation depuis 10 ans à la base sur ces 5 000 francs. Après, toute la dynamique s'est enclenchée, mais c'est 5 000 francs à la base. Donc voilà, donc il y a, si vous arrivez à identifier les États dans lesquels on peut utiliser cette approche basée sur le droit, les juges, la société civile, il y a vraiment des progrès considérables qui peuvent être faits avec cette approche et avec des moyens très, très limités. Voilà, je termine là-dessus. Donc dans ma thèse, j'identifie quelques autres États dans lesquels on peut utiliser cette approche et puis j'essaie de comprendre pourquoi on peut utiliser et pas dans d'autres États. Donc je vois aussi le cas de l'Argentine, il y a la Colombie, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Suisse aussi. Donc si vous voulez discuter de la Suisse ensuite dans le débat, on peut. Il y a plusieurs cas en Suisse sur le droit à l'alimentation, sur des cas dans lesquels des sans-papiers n'avaient pas accès à une aide alimentaire ou aide sociale, qu'ils n'étaient pas dans les programmes, que c'était dans le canton de Berne au départ, ils avaient demandé au canton de l'aide, ils n'ont pas reçu de l'aide, ils ont été devant le tribunal fédéral qui a dit que tout le monde en Suisse avait droit à des conditions minimales d'existence, c'était en 1995. En 1999, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée dans laquelle il a été reconnu cet article 12 qui dit que tout le monde a des droits à des conditions minimales d'existence. Après, la limite en Suisse, c'est qu'en Inde, des millions de personnes, si vous voulez, ont pu porter plainte ensemble, dans le sens où il y a en Inde la possibilité de recours d'intérêt collectif et donc d'intérêt public. Et donc cette ONG a porté plainte au nom de toutes les personnes en Inde qui n'avaient pas accès au programme d'alimentation. En Suisse, chaque victime doit aller devant le tribunal fédéral individuellement et le tribunal fédéral donnera une décision dans le cas individuel. Donc c'est évidemment beaucoup plus limité comme impact possible. Et la deuxième limite, on en discute aussi beaucoup en Suisse depuis quelques mois, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité des lois qui est possible. C'est-à-dire que les juges ne pourront pas dire cette loi fédérale sur l'asile, cette loi qui prévoit l'aide d'urgence au lieu de l'aide sociale, elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle est contre cet article de 12 et donc il faut changer la loi. Les juges ne peuvent pas le faire. Donc il y a une deuxième limite en Suisse pour utiliser cette approche. Mais voilà, mais dans certains pays, on peut l'utiliser et à très bon escient.